Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique du 13 juin 2023. Il est présentement 18h03. Donc, je vais signaler les présences des gens qui sont ici pour la consultation publique. Donc, je vais commencer à ma droite avec Chantal. Bonsoir, présent. Natalia, Présent. qui est arrivée en retard, mais c'est correct. On va la pardonner. Je vais aller avec Nancy, qui est à ma gauche. Présent. Sophie aussi. Présent. Et de l'aménagement du territoire. Donc, il y a Yacine. Oui, présent. Et il y a Pierre-Marc qui vont faire Présent. qui vont présenter le projet de règlement. Donc, c'est un projet de règlement ce soir. C'est le 1822-23. Donc, c'est celui modifiant le règlement numéro 1804-23 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout de l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux afin de modifier les éléments relatifs à la contribution, donc au niveau des redevances au développement à ce moment-là. Donc, je vous cède la parole, les boys, c'est à votre tour. D'accord, mais merci M. Poirier. Donc, projet de règlement, bon, le projet de règlement 22-23, juste avant de rentrer dans les principaux éléments du règlement, juste faire une mise en situation pour tous. C'est un règlement qui est en vigueur depuis le début de l'année 2023. Donc, c'est un pouvoir qui est dans la loi sur l'aménagement urbaniste depuis 2017. Donc, ce règlement-là sur les contributions promoteurs ou lorsqu'ils aménagent le nouveau projet de développement ou redéveloppement. Bon, c'est une première mouture qu'on a adoptée en début d'année cette année. On est une des premières villes de la région aussi à le faire. Les villes du Québec se lancent de plus en plus là-dedans depuis la dernière année, je vous dirais, concernant toute la conjoncture économique entourant le financement des municipalités, tout ça. C'est un outil de plus que la ville a là pour aller chercher certains revenus qui sont en lien avec le développement du territoire, l'identification du territoire notamment. Puis, bon, notre première version qu'on a adoptée est une version qui se défendait bien, mais il y a des ajustements à faire en cours de route. Ça en fait partie. On a rencontré les différents acteurs sur le terrain en cours de route qui doivent composer avec cette nouvelle réalité-là. Mais aussi, bon, il y a de plus en plus de villes qui vont dans cette direction-là, donc l'exercice de benchmarking avec les autres villes aussi, elle a évolué à travers le temps. Donc, je vais laisser Yacine vous présenter c'est quoi les ajustements qui sont faits. Merci Pierre-Marc. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Donc, le projet de règlement 1822-23, donc modifiant le règlement numéro 1804-23 concernant l'imposition de contributions destinées à financer tout en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement, la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux afin de modifier les éléments relatifs à la contribution a pour but d'abroger et de remplacer le projet de règlement numéro 1818-23. Donc, c'est un projet de règlement qui avait été déposé au Conseil, mais qui a dû être arrêté dans son adoption, puisqu'on avait d'autres choses à ajouter dans le règlement en tant que tel. De modifier le montant des contributions, d'ajouter des réductions applicables, donc des incitatifs, comme on va vous expliquer par la suite, d'ajouter des précisions par rapport à l'exemption des versements pour les frais de parc et d'inclure des exclusions par rapport à cette redevance. Oui, parce que comme vous savez, il y a une crise du logement actuellement au Québec, mais aussi dans le Grand Montréal notamment, avec 115 000 unités qui sont manquantes dans sur le territoire de la CMM. Puis bon, on s'est rendu compte aussi à l'usage de ce premier projet de règlement-là, celui qu'on a adopté en début d'année. On pénalisait aussi la densification du territoire. Donc, Yacine va vous expliquer en détail c'est quoi les ajustements qui sont apportés justement pour que tout le monde trouve son compte là-dedans. Densification qu'on se doit de faire. Exactement. Selon les orientations de la CMM et des obligations gouvernementales qui nous sont envoyées directement chez nous, dans les villes de la couronne sud et couronne nord. Exactement. Et même sur l'île. Et même sur l'île, en fait. Il y a de la banlieue sur l'île. C'est sûr qu'il y a de la banlieue sur l'île aussi. Donc, je vais poursuivre avec le détail. Donc, en gros, il y a quelques changements qui ont été faits dans notre première mouture. Donc, la première des choses, c'est que là, on vient cibler principalement les 9 logements et plus. Il faut se dire aussi qu'on a l'application aussi sur les projets intégrés. Donc, le calcul se fait par immeuble et non par bâtiment. Donc, immeuble étant terrain plus bâtisse. Ensuite, par rapport à la contribution par unité, dans la dernière mouture, on avait entre 10 000 et 15 000 $ par unité. Là, on arrive à 7 500 par unité de logement. Sans compter, bien sûr, tous les incitatifs qu'on vient ajouter au projet de règlement. Donc, que ce soit la densité en logement à l'hectare,
que ce soit la mixité des fonctions au rez-de-chaussée, que ce soit aussi tout ce qui est certification LEED. On a aussi ajouté d'autres systèmes, que ce soit de pointage énergétique ou qui vont vers le logement abordable, comme par exemple l'APH Select. L'APH Select, je vais m'expliquer en détail dans le fond. C'est un système de pointage qui est fait par la SCHL qui vient dans le fond aider à une meilleure éco-responsabilité des bâtiments qui sont financés en partie par la SCHL. Ensuite, on a ce qu'on appelle le ECFI, qui est le financement de la construction pour logement locatif de la SCHL. En gros, c'est simple, c'est que si ces constructeurs-là arrivent à offrir du logement extra abordable, ben à ce moment-là, la SCHL les finance à 100%. Donc, c'est ce programme-là en tant que tel. Si bien sûr, ces constructeurs-là ont ces incitatifs-là, ben, le règlement prévoit des rabais. Donc, des rabais qui vont en pourcentage, ça va de 5 à 25 %, tout dépendant de la catégorie. C'est sûr que les catégories entre elles ne sont pas cumulatives, mais il y a un total qui peut être atteint de 50 %, sauf dans le cas des logements qui sont dits abordables, où est-ce que par les unités de logement qui sont abordables ben, peuvent avoir un 25 % supplémentaire de réduction. Après, bien sûr, on a des exclusions qu'on est venu ajouter au règlement. Donc, bien sûr, là, tout ce qui est logements sociaux, on n'applique pas la contribution. Tout ce qui est organisme gouvernemental, on n'applique pas la contribution non plus. Après, ben, il y a eu la question des frais de parc. Donc, comment on fonctionnait avec tout ça. En gros, on a mis un article qui fait en sorte que la personne qui paye des frais, qui vient déposer son projet en même temps qu'un projet de lotissement, ben, il peut faire son projet de lotissement puis payer ses frais de parc s'il ne sait pas quoi faire, mais il doit déposer sa demande de permis de construction, d'agrandissement ou de transformation dans les 12 mois suivants le paiement de ses frais de parc pour qu'il puisse avoir un remboursement et par la suite qu'il paye ses redevances. Et bien sûr, ben, comme Pierre-Marc l'a dit tout à l'heure, on a un article de transition pour tous nos acteurs qui sont déjà dans l'engrenage par rapport à des résolutions d'approbation qui ont déjà été approuvées par le Conseil là, au plus tard le 16 mai 2023. Donc, ces acteurs-là, étant donné qu'ils sont déjà dans l'engrenage, et on comprend bien sûr la réalité actuelle là, avec la hausse des taux d'intérêt, etc., et le fait qu'ils ont déjà monté, leur montage financier est déjà fait. Donc, ces acteurs-là vont payer 10 % de la contribution. Il est fait, puis il est approuvé par la banque. Exactement. Ou la SCHL. Oui, c'est ça. C'est vraiment approuvé, que ce soit par toute banque SCHL, mais aussi, eux, de leur côté, ça fait très longtemps qu'ils ont leur montage financier. Donc, comme je disais, ces acteurs-là vont payer l'équivalent de 10 % de la contribution, après calcul, après réduction, etc. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions aussi dans la salle. Donc, je vais souligner l'arrivée de Joanne. Allô, Joanne? Bonjour, présent. Alors, merci d'être venu à la consultation. Donc, il y a 4 questions de Michel Vachon. Donc, la question numéro 1. Comment se fait-il que la ville de Saint-Constant se montre un peu plus raisonnable en revoyant à la baisse les montants des contributions de 15 000 à 7 500 pour certaines unités d'habitation? Oui, ben, il n'y a pas une question de raisonnabilité à cet effet-là. Exact. Ça, c'est la première des choses. Bon, les premiers montants qui avaient été établis dans la première version du règlement, bon, c'était suite à notre exercice de vérification. Vérification auprès des autres villes. Exact. Autres villes de 30 000 dans la CMM, sur la couronne sud. Bon, visiblement, comme vous dites, dans la conjoncture actuelle, c'est bon, au moment que ce règlement-là a jamais été pensé, le contexte a rapidement évolué, les 18 derniers mois aussi. Donc, écoutez, la ville a juste le tir pour justement pas se ramasser avec des terrains vacants sur son territoire. Des terrains qui ne se développent pas parce que bon, les frais les contributions sont trop imposants. Donc ce montant-là était initialement le 15 000 $ était pour les gros bâtiments à partir du 5e étage. Et c'était 10 000 pour les en bas de 4 étages. Exact. Maintenant, c'était ramené de façon uniforme à 7 500 pour toutes les unités d'un projet résidentiel. Puis, tu sais, je pense qu'il faut juste noter aussi que toutes les villes commencent à se doter de ce règlement-là. Tout le monde vérifie à gauche, à droite. Puis, il y a des montants qui ont été mis. Je me rappelle, ça, c'est Chambly, entre autres, qui avait ce type de règlement-là, à 15 000, et d'autres villes, possiblement. Mais je me rappelle,
Chambly. Et puis, bon, tout le monde s'ajuste, en fait. Là, il y a beaucoup d'ajustements qui est fait un petit peu partout à travers la province, dans toutes les villes, qui commencent à avoir ce type de règlement-là. Puis, à un moment donné, je pense qu'on a trouvé la bonne mesure. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres ajustements, là, éventuellement. Là. On pense avoir trouvé la bonne mesure, mais ça se peut qu'on revienne avec une modification de règlement parce que le contexte est encore différent, le contexte évolue d'une autre façon, puis les rencontres se font souvent avec les jeunes concernés, puis on écoute beaucoup les gens concernés là-dedans, puis on essaye d'avoir le meilleur règlement possible là-dedans. Puis il ne faut pas oublier que ce type de règlement-là existe ailleurs. Hein, on n'a rien réinventé ici au Québec. Ailleurs, enfin, on est en retard au Québec. Hein, ça existe ailleurs. Et puis, c'est correct que ça existe, en fait, parce qu'il faut que tout le monde contribue. Il faut faire du développement, on n'a pas le choix. Il y a plus de monde au Québec, comme tu disais, Pierre-Marc. Donc, ça s'appelle la densification. Pas d'étalement urbain, pas de dézonage. Puis c'est correct, on veut garder nos terres. En quelque part, il y aurait du redéveloppement. Du redéveloppement, ça coûte cher pour tout le monde. Donc, on veut aussi que les promoteurs aussi mettent la main à la pâte aussi là-dedans, de dire, mais moi aussi, je vais aider au développement. Donc, c'est un peu du gagnant-gagnant pour tout le monde aussi là-dedans. Puis le promoteur, bon, il y en a un petit peu moins dans ses poches peut-être, mais lui aussi, il faut qu'il fasse sa part dans le développement, parce que c'est pas juste aux villes à mettre l'argent dans leur poche pour grossir les infrastructures, parce qu'il faut faire du développement, parce qu'il y a plus de monde, puis il faut faire de la densité. Donc, c'est un peu ça. Alors, question 2. Est-ce que les coûts des infrastructures que les trottoirs et les aqueducs ont diminué depuis la consultation publique de lieu en mars? Le 7 mars 2023, bien là, je pense que la question 2 fait relation à la baisse du 15 000 à 7 500. Là. Bon, Pierre-Marc, je te laisse répondre. Ben, dans les faits, c'est pas un exercice qu'on s'était donné à faire pour valider la fluctuation des coûts des infrastructures. Exactement ça. Entre le 7 mars 2023 et le 13 juin 2023. Ça n'a rien à voir. Là. En fait, c'est un ajustement. Le règlement a été établi, puis on s'est aperçu que, bon, comme les autres villes, on doit s'ajuster un petit peu plus à la baisse, mais ça n'a rien à voir avec les coûts de construction. Donc, question 3, l'ajout de l'article 12.1 par le projet de règlement portant le numéro 1822-23 favorise quel projet ayant fait l'objet d'une résolution du Conseil antérieurement au 16 mai 2023? Donc, les projets impactés, bon, c'est des projets comme Yacine nous expliquait, là, que bon, les promoteurs au niveau de leur montage financier, leur approbation au créancier, tout ça, avaient déjà les bras dans le tordeur, étaient rendus pratiquement à l'émission du permis de construction. Les projets en tant que tels. Il y a le projet du 31 Montée des Bouleaux, qui est les 6 maisons présentement là, qui sont en train d'être démolies pour faire place à un nouveau projet. L'ancien garage Surgeon, la Voto Alex, en emploi, c'en est un deuxième. La phase 2 de Premium Land, le terrain de l'ancien manoir, en est un autre. La phase 2 du carré Bloomsbury adjacent au lac des Fées. Ça, c'est la dernière phase. La dernière phase, c'est la phase 2. Dans le fond, la dernière sous-phase, si je peux m'exprimer ici. Une phase de maison de ville aussi sur la rue Ronsard, à proximité là, de Vivacité, puis toujours du lac des Fées, puis du parc de Ronsard. Et finalement, le dernier projet, c'est au coin de la rue Saint-Pierre et de la rue Baudry, qui est l'ancien magasin de pièces d'auto qui était là, oui, exact. Adjacent au petit moteur. Donc, c'est des projets qui sont impactés par cette résolution-là transitoire. Je peux rajouter à ça, il y a certaines villes qui ont décidé, eux, quand le projet de règlement est tombé, tout ce qui était avant, ces gens-là ne rentraient pas dans le règlement. Nous, on a quand même décidé de garder un certain montant, parce que c'est quand même du développement, puis c'est quand même de la densité, puis on pouvait le faire avec le règlement, tout simplement. Donc, puis après avoir discuté avec les différents intervenants au niveau des projets, là, fait on a conclu que c'était raisonnable de demander 10 en fait. Donc, merci Pierre-Marc. Question 4. Les membres du conseil municipal et les 3 représentants du service d'aménagement du territoire, du développement économique et du bureau de projet sont-ils conscients qu'une partie de cette contribution va être financée sur des années via le prêt hypothécaire de l'utilisateur final? Ben, à vrai dire, l'utilisateur final va être un locataire. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses. En grosse partie, à moins que ce soit des condos qui sont à vendre, mais bon, c'est exactement. Puis, en date d'aujourd'hui, c'est l'information dont on dispose. Puis, deuxième des choses, c'est la loi qui nous permet d'adopter ce type de règlement-là. Fait que oui, lorsqu'on adopte un règlement, on est pleinement conscient de la portée des actions qu'on pose là-dedans. Mais comme M. Boyer l'a très bien expliqué, tout le monde doit faire sa part dans le développement. Dans le sens que c'est pas toute la collectivité qui doit absorber le coût des nouvelles infrastructures qui sont liées à l'accroissement de la population via des projets de densification du territoire. Exact. Puis je le répète, on ne réinvente pas la roue ici, là.
ça existe ailleurs. Donc, merci Pierre-Marc. Ça termine les 4 questions. Le projet, excusez, ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça termine la consultation publique de ce 13 juin 2023. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et faites attention à vous. Au revoir.